Salut à tous, moi c'est Margot, donc la sœur de Nils. Je serai présente à vos côtés pendant ces 2 années de préparation pour la Route du Rhum 2018 afin d'effectuer donc le lien entre vous et Nils pour cette Route du Rhum. Donc on va commencer tout de suite avec une petite série de questions. Salut Nils. Salut Margot. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as eu ce déclic de commencer la voile? Le déclic, c'était quand j'étais tout petit déjà. J'ai toujours aimé le bateau. Papa était là-dedans, il entretenait les bateaux, il faisait de la maintenance sur le quai. Et un grand passionné, il a préparé les bateaux d'Alain Colas pendant très longtemps et Lionel Péan, des grands navigateurs. Moi j'ai eu la chance de rencontrer aussi des grands marins et j'étais vraiment un passionné. Ils m'ont appris le bateau, ils m'ont emmené avec eux, aussi bien en croisière qu'en régate. Et puis de fil en aiguille, j'ai réussi à me faire une petite place. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer, Nils, un peu ton parcours? Parce que je me souviens quand tu étais plus petit, pendant nos vacances dans la baie de Saint-Malo ou à Loquirec, t'as pas eu le même parcours que les autres, c'est-à-dire que t'as jamais commencé par l'optimiste ou la planche à voile ou le laser. Comment ça t'est venu comme ça? J'ai un parcours un peu différent, c'est vrai. Étant tout petit, j'avais un peu peur de la profondeur de l'eau. Et du coup, j'avais du mal à monter sur le bateau. Je me souviens avec papy, quand on allait à la pêche, tout ça, j'avais du mal à aller dans l'embarcation pour aller au bateau. Mais après, très vite, j'ai aimé ça. J'ai pas fait d'optimisme, pas fait d'école de voile, mais j'ai eu la chance de naviguer sur des plus gros bateaux avec papa, les bateaux de ses clients notamment. On allait souvent dans les îles Chausey. C'était merveilleux, tous les dimanches on allait naviguer. Et ensuite, les régates très vite sur des bateaux habitables, bateaux d'une dizaine de mètres avec des gens formidables qui m'ont beaucoup appris. Et puis la suite, on la connaît. Je me souviens quand tu avais 12 ans, il me semble, c'est ça, ta première course transmanche, Ouais. Cos d'Inard, avec sur François René, non? Ouais, sur un A35, j'avais 12 ans, et il m'avait promis de m'emmener faire une grande course. Mais il m'avait choisi parce qu'il m'avait trouvé compétent lors d'une régate avant sur un poste particulier. J'étais au piano. Piano, c'est celui qui envoie les voiles, qui connaît bien le bateau, qui peut faire plein de choses à bord. Et j'étais petit, donc je pouvais faire plein de choses. Et il m'a fait confiance. Il m'a emmené de l'autre côté de la Manche. On avait fait le convoyage en double, je me souviens très bien, c'était super rapide. Et on a gagné ce Cosdinard, et j'en ai gagné après, j'en ai gagné 7. C'est vraiment une superbe course. J'ai rencontré aussi d'autres marins qui m'ont énormément formé, Olivier Bunel, Francky Vescoffier, avec qui j'ai énormément navigué, et on navigue encore actuellement beaucoup ensemble. Ensuite, à l'âge de mes 18 ans, j'ai eu une proposition incroyable. Gilles Lamiré, un skipper malouin, m'a proposé de traverser l'Atlantique avec lui. Je lui avais filé un coup de main sur son bateau, dans un hangar à Saint-Malo. Il avait pas beaucoup de moyens et il fallait du monde pour l'aider. J'ai poncé la coque parce que j'adore ça, j'adore entretenir les bateaux. Et il m'avait proposé de traverser l'Atlantique avec lui, de partir au Québec. Une proposition incroyable, à 18 ans, traverser l'Atlantique sur un trimaran de 18 mètres, 30 mètres de mât, enfin un truc de dingue. Et j'ai dit oui. Donc je suis parti, et on est parti 15 jours, c'est 15 jours formidables. Après, s'en est suivi beaucoup de courses, un tour de l'Europe avec son deuxième trimaran, et puis plein d'autres régates. Et puis du coup, Nils, si tu veux bien, on va revenir sur la route du Rhum 2014, qu'on a vécu tous les deux à différents postes, toi en mer et nous à terre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né le projet, tous ces bénévoles C'est une histoire de dingue, une histoire de dingue. C'est un rêve de gamin. Papa m'emmenait sur les quais quand j'étais tout petit voir les départs de Route du Rhum, depuis quelle Route du Rhum, la 94, 98, 2002, 2006, 2010. Et puis en 2010, j'étais malheureusement trop jeune pour prendre le départ, même si j'aurais bien aimé prendre le départ, mais ils n'avaient pas voulu. J'étais trop jeune, j'avais 16 ans. Donc je me suis dit, la prochaine, c'est pour moi. Et je me suis donné les moyens. Mais quelque part, 6 mois avant le départ, les moyens, je les avais pas. Ouais. Et par contre, j'avais une super bande de copains, menés de main de maître par 2 alliés, Olivier Lurton et Paul Gosselin, que j'oublierai jamais. Et ils se sont démenés avec moi pour récupérer un bateau qui était malheureusement dans de mauvaises conditions depuis 10 ans, aimé, mais un peu à l'abandon. Et on l'a remis en état, comme on pouvait, avec des petits moyens, mais beaucoup de moyens humains. Et on a réussi à prendre le départ de la Route du Rhum, quoi. Avec le plus petit budget, mais avec certainement le plus gros cœur.
Je me souviens, tu te rappelles, quand on est parti avec papa, tu nous as dit, tiens, j'ai trouvé un bateau qu'on est allé voir ensemble, là, tous les trois, à la Roche-Bernard. Là. C'était dingue. Un coup de téléphone, je ne sais pas si tu te souviens, un coup de téléphone. Quelqu'un qui m'appelle, je ne connaissais pas, un gars de Saint-Malo, qui me dit on a une histoire particulière avec un bateau qui est dans de mauvaises conditions, une histoire de cœur. On a envie que ce bateau reflotte un jour. Est-ce que vous seriez partant pour le remettre en état? Et on est allé voir avec papa, tous les trois. On a pris la voiture, on y va. Et on est un peu tombé amoureux du bateau, quoi. Ses formes, son élancement, sa capacité à fendre les vagues, l'imaginaire qui se met à fonctionner. Le bateau est dans de mauvaises conditions, il est rempli d'eau à l'intérieur, tapissé de mousse verte sur le pont. Enfin, il faut avoir de l'imagination. Le moteur sous l'eau, tout. Et moi, je dis, bah ouais, j'y vais. Et là, on est à 4 mois avant le départ. Et il faut... à ce moment-là, tu étais un peu tout seul, je veux dire. Enfin, tu avais du monde autour de toi, mais souvent, pas mal de personnes se sont dit, mais il est un peu taré, quoi, de faire ça, quoi. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. D'ailleurs, quand il a fallu ramener le bateau qui était sur la Vilaine, à la Roche-Bernard, quand il a fallu le ramener à Saint-Malo, il n'y a pas grand monde qui voulait le faire avec moi. Ils avaient peur que je coule. Alors, j'y suis allé, sans moteur, avec les voiles qu'on a hissées comme ça au dernier moment, et puis sans rien d'ailleurs. Et on est arrivé à Saint-Malo, après avoir fait un super convoyage, et pris toute l'ampleur du potentiel du bateau, qui est un bateau formidable, qui va avoir 40 ans l'année prochaine, et qui a une histoire sensationnelle, quoi. Et let's go, donc ce bateau, c'était un bateau de légende qui a fait des grandes courses. Est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire, son historique? Oui, bien sûr. Alors, c'est un bateau qui a été construit en 78 pour un grand marin malheureusement péri en mer, Daniel Gillard, et armé par la société Brittany Ferry. Donc, il a fait la course, la Transat anglaise, le Star, où il termine premier français et premier dans sa catégorie. Ensuite, le bateau a participé à la Route du Rhum 82 avec Hervé Laurent, qui a ensuite fait plusieurs Vendée Globe et qui est toujours un allié du projet d'ailleurs. Il a été racheté par Jean-Luc Vandened, qui lui a fait un tour du monde avec, le Bock Challenge, tour du monde en étape, un peu l'ancêtre du Vendée Globe, où il fait second, donc contre toute attente. Hein, c'est un bateau qui est assez bas sur l'eau, mais très 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 fin, il fait 2,50 m de large, mais en fait ils se sont aperçus que c'était un bateau qui allait extrêmement vite aux allures de vent-arrière. Donc ce qui est, pour un bateau étroit, c'est assez illogique, mais finalement, il a assez peu de surface mouillée, il va très très vite au vent-arrière. Ensuite, il a refait une Route du Rhum, il est parti ensuite au Venezuela avec un couple passionné par la mer, il a fait une Québec-Saint-Malo, et puis il a eu d'autres aventures, il a gagné aussi la Transméditerranée, il a eu le record de la Transméditerranée avec Mike Birch, Yvon Fauconnier et puis Hervé Laurent à bord, il y avait même Alain Gauthier qui était à bord. Donc il a vraiment connu les grandes heures des grands marins, quoi. Et après, l'histoire sur le quai, ici à Saint-Malo, on arrive, et au fur et à mesure, je trouve un peu d'argent pour mettre le bateau au sec, pour le démater, pour changer une voile. Et puis après, l'histoire commence à prendre forme. Les moyens bénévoles se mettent en place autour. Deux amis incroyables, 78 ans, qui viennent démonter le moteur, et en une semaine, qu'ils le refont à neuf. C'est le même moteur qu'on a, quoi. Il a passé 10 ans sous l'eau. C'est absolument incroyable. Et que des aventures comme ça. Un électricien à la retraite qui avait besoin de donner du temps, qui est venu nous aider et qui nous a tout refait, quoi, intégralement. Et on a fait un chantier de dingue, titanesque, salué par beaucoup des autres skippers de la Route du Rhum à Saint-Malo. Et c'était pour toi une évidence, du coup, de demander à Jean-Luc Vandened d'être le parrain de ton bateau? Jean-Luc, moi j'ai lu ses bouquins, et il raconte que son meilleur souvenir de mer, c'est quand même un grand marin, c'est lui qui détient le record du tour du monde à l'envers, quand même, quoi. Et il raconte que son meilleur souvenir de mer, c'est au Cap Horn, sur Let's Go, avec 45 nœuds de vent et un temps clair. C'est un truc de dingue, quoi. Le bateau a passé le Cap Horn dans des conditions dantesques, et lui, dans les surfs qu'il a fait, c'est son meilleur souvenir de mer. Enfin, quand on lit ça, on peut qu'être admiratif, quoi, d'un bateau pareil. On voyait bien à la mise à l'eau l'émotion qu'il y avait. Ouais. On avait fait les choses en grande pompe, là, c'était chouette. Hein. Avec Nicolas Hulot, le parrain, et Jean-Luc Vandened, le deuxième parrain, c'était vraiment génial, quoi. Il était fier de retrouver son bateau. Donc du coup, ensuite, il y a eu le départ de la Route du Rhum. Et ensuite, donc, l'abandon de la Route du Rhum. Qu'est-ce que tu peux en retenir? Quels sont tes... Maintenant, à presque 2 ans après? Le départ du Rhum, c'était fantastique, féerique.
aux côtés Passage des des plus grands, écluses. le passage des écluses. Bateau, on est sorti le premier des écluses, quoi. C'était symbolique, mais pas qu'un peu pour moi en tant que Malouin. Hein. Avec Jean-Luc à la barre. Avec Jean-Luc à la barre. Et ensuite le départ en mauvaises conditions, de vent. Mais bon, j'ai réussi à m'en sortir comme je pouvais. Le Cap Fréhel, un point mythique où tous les bateaux d'assistance des bénévoles, donc une trentaine de Zodiacs, m'ont suivi, m'ont escorté pour me faire C'était un peu le symbole, quoi, en fait. J'étais le Malouin à passer, quoi. Donc ils m'ont escorté, j'ai trouvé ça magnifique. Et la première nuit, beaucoup de vent, 45 nœuds de vent, des vagues assez fortes. Vraiment, ça tapait très très dur. Au petit matin, je vais pas dire que je me rêvais parce que j'ai pas dormi de la nuit, mais je prends le classement et en fait j'étais super bien placé parce que j'étais presque en tête de ma classe. Parce que moi j'avais su rester en fait à la côte, près de la côte bretonne en fait, pas aller dans le large et avoir trop de vagues. Et j'étais au niveau des premiers classes 40, donc des bateaux qui ont 35 ans de moins, quoi. Qui eux avaient dû souffrir encore plus que moi parce que nous on a une capacité à fendre la mer qu'eux n'ont pas. Et après malheureusement 2 coups de fusil dans le bateau, c'est un peu ça, quoi. Et la cloison qui lâche, les pontilles qui tient le pont du bateau détruites, mais détruites. Hein. C'est l'équivalent, c'est ça reste dans ma tête, c'est des coups de fusil, quoi. Ouais. Tu veux, et c'est après le constat, je descends dans le bateau, les cloisons explosées. Bon, ok. Et tu t'es quand même dit, je m'arrête, je fais un stop et je repars. Ouais, voilà, j'ai essayé de rentrer dans un port, Pointe de Bretagne, que j'avais réussi à atteindre, et puis impossible de rentrer dedans, il y avait 45 nœuds de vent de nord-ouest et de la mer forte, et j'avais des difficultés pour descendre ma grand voile, du coup j'avais peur d'aller me foutre au caillou si je rentrais dans le port de la Beuvrac. Donc j'ai fait demi-tour, et je suis allé me mettre à l'abri derrière l'île de Bas à Roscoff. Voilà, où m'attendait mon équipe, hein, une équipe incroyable, hein, je rappelle que c'est des bénévoles qui sont venus, qui ont pris la route. Et ils ont travaillé toute la nuit pour remettre le bateau en état. J'avais pas mal de petits soucis. Et ils ont fait du plastique toute la nuit et compagnie pour essayer de réparer la cloison. Je suis reparti le lendemain. Et puis 4 heures après le redépart, quelque part, poum, pareil, un coup de fusil énorme là cette fois-ci. Et là, un constat, 2 cloisons cassées, quoi. Donc, et si tu retour continuais, au port, de toute façon... ouais, si je continuais, c'était que j'allais perdre le mât parce que le bateau allait se déformer. Et puis, certainement avoir une voie d'eau, quoi. Donc, c'était vraiment pas le but, quoi. J'aurais peut-être pu continuer, mais quelque part, ça me serait arrivé dans le golfe de Gascogne ou alors au milieu de l'Atlantique, quoi. Et puis là, on fait quoi? Le bateau est coulé, on est comme des... Hein, comme des... non, j'ai choisi de rentrer. Et puis, quelque part, j'étais tellement déçu intérieurement que je voulais même pas entendre parler du bateau, quoi. Je suis rentré... J'ai un copain qui est venu me chercher, je suis rentré à Saint-Malo, c'est même pas moi qui ai ramené le bateau. Mais tu voulais plus monter dessus, je me souviens. Je ne pouvais plus monter dessus, non. Mais avant le départ, j'avais eu la bonne idée, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais malgré le fait qu'on ait le plus petit budget de la course, de mettre de côté un petit pécule d'argent pour réparer au cas où le bateau, si jamais il avait un problème, je m'étais dit, il faut absolument que ce bateau puisse reflotter un jour, quoi. Donc s'il y avait un problème, si je perdais le mât ou quelque chose comme ça, j'avais de quoi changer. Okay. Avec à moindre frais, hein, mais j'avais de quoi le faire. Donc je me suis démené, et puis avec le concours de la Chambre de commerce Saint-Malo, on a trouvé un hangar, on a mis le bateau dedans, et rebelote, Charlotte, les bénévoles sont venus, incroyable, motivés plus que jamais, et ils m'en voulaient pas. Ça c'est... T'as eu énormément de soutien, même après l'abandon de la J'ai route beaucoup du de Rhum. reconnaissance parce que j'avais peur de les avoir déçus, en fait non, pas du tout. Au contraire, ils se sont remis au boulot avec la même envie, pareil, que ce bateau reflotte un jour. Et on a tout reconstitué à l'intérieur, qu'on a tout démoli et on a tout refait. Et aujourd'hui, le bateau, il va avoir 40 ans, il est en bonne condition et c'est génial, quoi. Oui, et puis l'année dernière, les régates, les courses que tu as gagnées d'ailleurs. Ah ouais, super. Tu as refait un Cosdinar avec ce bateau ou t'es ouais, arrivé... le bateau, il impressionne. Il impressionne parce qu'il n'est pas du tout fait pour les courses modernes, en fait. Mais en fait, il passe assez bien, il va vite. Et donc, du coup, on a fait la course du Fastnet qui est assez reconnue. Hein. Et on fait 13e, je crois, overall sur 400 bateaux, donc c'est quand même top. Et puis, on a fait aussi plusieurs courses en double avec des jeunes parce que j'ai toujours cette envie de faire naviguer beaucoup de jeunes, ouvrir un peu les portes de ce monde qui paraît fermé à des jeunes qui ont envie de naviguer, quoi, qui sont bons, qui ont du talent. Montrer qu'il n'y a pas que dans les écoles fermées qu'on peut y arriver. On peut aussi être passionné, pas avoir les moyens, mais l'envie. Et c'est important d'aider aussi les autres. Du coup, maintenant, on arrive bientôt en 2018, Route du Rhum.
Comment ça t'est venu? T'avais encore envie d'en refaire une? T'étais pas trop dégoûté de la dernière fois? Un peu le sentiment du travail accompli, quoi. Maintenant, Let's Go reflotte, c'est génial. Et j'ai désormais envie d'y aller pour me battre sur l'eau. Déjà pour y arriver, pour arriver à traverser l'Atlantique en solitaire. Et c'est pas une mince affaire, mine de rien. C'est pas une formalité. Et puis après, faire le meilleur résultat possible, quoi. Et là, j'ai vraiment la hargne. Quelque part, il y en a, et j'ai eu plusieurs journalistes qui m'ont dit, t'as une revanche à prendre. Je le prends pas comme ça. Parce que je suis avant tout un amoureux de la mer, donc il arrivera ce qu'il arrivera. Mais en tout cas, je vais mettre tous les atouts de mon côté. Et ça a déjà commencé. Donc du coup, tu as déjà commencé. J'ai vu que tu avais commencé tes entraînements sportifs avec Luc. Tu as changé quand même des choses par rapport à 2014? Ah oui, oui, tout à fait. J'ai mis, comme je disais, hein, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. Donc ça passe par le côté sportif. Parce que les bateaux modernes aujourd'hui demandent beaucoup de qualité sportive. On voit l'arrivée du Vendée Globe là. C'est des athlètes, quoi. Armel Lecléache qui vient de remporter. Franchement, c'est un athlète, quoi. Il n'est pas là pour la rigolade, quoi. Donc il faut être très bien préparé physiquement. Pour ça, je peux compter sur le concours d'un coach, Luc Le Boudère, au terme marin de Saint-Malo, qui sont partenaires du projet. On a déjà plusieurs partenaires qui sont autour du projet, une belle équipe qui se constitue. On va partir sur un classe 40, c'est un bateau de 12 mètres, un monocoque. Il y en aura beaucoup sur la prochaine route du Rhum. On va essayer d'avoir un bateau performant. Le choix n'est pas encore arrêté, mais on compte bien être un peu les acteurs de la classe. Très bien. Et du coup, aujourd'hui, là, on est en mi-janvier 2017. Tu te concentres sur ta préparation physique. Tu as déjà des touches, des sponsors, des partenaires? On a un peu moins de 2 ans de l'échéance. Mais pour l'instant, on attaque la recherche de sponsors quelque part. On commence à rechercher. On a beaucoup d'atouts de notre côté pour vendre quelque part. Quand on fait un partenariat, c'est un peu du donnant-donnant. On propose quelque chose aux partenaires. En mettant toutes les qualités de notre côté, quelque part. On se prépare, nous, vraiment. Et en échange, le partenaire, lui, nous apporte un soutien, qu'il soit matériel, financier ou humain. Et ça, toutes les aides sont bonnes à prendre. Et quand on parle du coup de ton budget pour la route du Rhum, qui sera certainement pas le même que la dernière fois, est-ce que tu as déjà un budget prévu ou... La dernière fois, j'étais parti donc, avec le plus petit budget de la route du Rhum. J'avais à peu près 60 000 euros. En très peu de temps d'ailleurs. En 3 mois. Et là, projet, on n'a pas les mêmes objectifs quelque part. Là, on a un objectif sportif, de réussite, de victoire ou de podium ou d'être bien classé, cette route du Rhum. Donc, on a besoin d'un budget de 300 000 euros par an qui inclut l'achat du bateau, l'entretien, les voiles. Il faut savoir qu'un jeu de voile, c'est 50 000 euros quand même. Donc, c'est pas rien, c'est entre 50 et 70 000 euros. Donc, ça, x2, plus beaucoup d'entraînement et beaucoup de courses préparatives, les retours cargo, l'assurance, tout ça. On n'a pas réuni le budget encore, assez clairement, il faut être honnête. On est en pleine recherche, hein. on a besoin de soutien, donc on fait appel à toutes les bonnes âmes. On saura en tout cas leur proposer quelque chose de cohérent en face. En attendant l'aboutissement du projet Route du Rhum, quelles sont tes occupations? Je sais que tu aimes beaucoup, comme tu disais tout à l'heure, faire naviguer des jeunes au niveau de la SNBSM, mais tu es aussi impliqué dans la SNSM maintenant? Alors j'essaie de naviguer au maximum, dès qu'il fait beau, parce que prendre du plaisir quand même. Je vais sur l'eau avec Let's Go et puis j'emmène différents jeunes qui ont envie de découvrir. C'est marrant, notamment cette année là, il y a plusieurs jeunes, il y a une école de marine marchande à Saint-Malo, et plusieurs jeunes qui m'ont contacté, qui avaient envie de naviguer, quoi. Et moi j'ai besoin d'équipiers, le bateau est là, j'ai besoin de naviguer pour garder les 2 pieds dedans quelque part, c'est ce que je dis. Donc j'emmène des jeunes, on navigue tout le temps. Ça, on a navigué là 2 jours, 3 jours dans la semaine, donc c'est quand même pas mal. En mois de janvier, on est un peu les seuls à naviguer. Puis on continue à s'entraîner. Je suis investi dans le club de voile, donc la SNBSM, où je m'occupe de l'organisation de différents événements. Je fais partie du comité directeur et puis je suis assez investi là-dedans. Et puis plus récemment, mais franchement passionnant, je suis récent jeune sauveteur en mer. Donc là, c'est un peu une deuxième famille quelque part parce qu'on rencontre des gens absolument incroyables qui ont des parcours, ouais, tout à fait, qui ont des parcours totalement différents, qui soient maritimes ou non d'ailleurs. Hein, il y a toutes origines. Les gens sont réunis face à une même cause, voilà, aller secourir les gens en mer, et ça c'est pas rien, quoi, parce que même de nuit, quand il fait -2, -3, il faut y aller.
Et là, on est tous sur le même pied d'égalité, quoi. Donc là, je trouve vraiment de grandes valeurs, quoi. Et je m'y investis autant que je peux, mais je prends vraiment beaucoup de plaisir à ça. Cette année, les régates reprennent dans pas longtemps. Ton programme Oh, bah, ça va être chargé, hein. Parce qu'il faut toujours naviguer, il faut régater un maximum. Donc dès le 18-19 février, on recommence à naviguer ici en régate. Et puis là, je vais accompagner les jeunes de l'Hydro qui ont un bateau. Leur objectif, c'est d'aller au SPI Ouest France au mois de début avril à la Trinité-sur-Mer. Une épreuve que je connais bien, je l'ai gagnée 2 fois. Je vais les assister, je vais aller avec eux. Et puis j'aurai une place à bord. Donc on va essayer de faire marcher ce bateau du mieux qu'on peut, quoi. Donc il y aura des entraînements avant, donc on voyage pour aller, puis la régate. Et ensuite, l'objectif est d'avoir le classe 40 au mois de juin, juillet, donc l'été prochain, début d'été prochain, pour pouvoir préparer au mieux la route du Rhum avec différentes échéances, plus ou moins grandes, selon notre avancée de recherche dans des sponsors. Avec pourquoi pas de grandes courses. Nils, je te remercie. Merci pour cette interview. Bah, merci à toi, on va se revoir vite, je pense. Donc du coup, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, pour l'évolution du projet Route du Rhum avec Nils Boyer. En attendant, n'hésitez pas à partager, à liker sur la page Facebook Nils Boyer Route du Rhum 2018. À très vite.